Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier avec vous les transferts thermiques par conduction, convection et rayonnement. L'énergie d'un système thermodynamique permettra, dans un premier temps, de mettre en évidence, pour un système fermé et au repos, la notion d'énergie interne dont la variation obéit au premier principe de la thermodynamique. Je vous montrerai également comment le flux thermique s'exprime pour chacun des trois modes de transfert de la chaleur. Cela sera également pour moi l'occasion d'aborder avec vous la notion de résistance thermique, dans le cadre d'un transfert de chaleur par conduction, ainsi que l'évolution de la température d'un matériau soumis à un transfert thermique par convection. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Un système thermodynamique est composé d'un très grand nombre d'entités élémentaires, 6,02 10 puissance 23 dans une mole, en interaction les unes avec les autres. Dans un référentiel galiléen, l'énergie totale E d'un tel système est la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles, intérieures et extérieures, de toutes les particules considérées individuellement à l'échelle microscopique. Donc l'énergie E d'un tel système peut donc s'écrire de la manière suivante. EC micro, c'est-à-dire l'énergie cinétique d'agitation thermique, plus EP micro, c'est-à-dire l'énergie potentielle d'interaction moléculaire, plus EC macro, énergie cinétique d'entraînement liée à un mouvement d'ensemble des entités élémentaires, plus EP macro, qui est l'énergie potentielle de pesanteur. On peut donc distinguer deux contributions, la première d'ordre microscopique et la deuxième d'ordre macroscopique. L'énergie interne U d'un système macroscopique résulte de l'énergie cinétique de translation et de rotation liée à l'agitation thermique et de l'énergie potentielle liée aux différents types d'interactions des entités élémentaires microscopiques, atomes, ions, molécules, qui composent le système. Elle est la somme des énergies microscopiques. Donc on pourra écrire que l'énergie interne du système, notée U, eh bien, elle est la somme de EC micro et de EP micro. Le premier principe de la thermodynamique stipule que pour un système fermé et au repos, la variation d'énergie interne ΔU en joules est due à des échanges d'énergie avec le milieu extérieur, soit sous forme de travail W en joules, soit sous forme de transfert thermique ou chaleur Q en joules. Donc nous pourrons noter ce premier principe de la thermodynamique de la manière suivante, à savoir ΔU, variation d'énergie interne, est égale à U final moins U initial, est égale à la somme du travail W et de la chaleur échangée Q. Alors attention, il convient de ne pas confondre chaleur et température. En effet, la première est une forme d'énergie qui s'exprime en joules, alors que la deuxième est un paramètre d'état qui s'exprime en degrés Celsius ou en Kelvin. Donc à noter que la chaleur Q est toujours transférée du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc il en résulte une convention d'algébrisation, donc celle que nous utilisons sera la suivante. Donc le travail W et la chaleur Q seront comptés positivement s'ils sont reçus par le système depuis l'extérieur et négativement dans le cas contraire. Donc ainsi, un moteur thermique reçoit de la chaleur de la source chaude et en cède à la source froide afin de fournir un travail au milieu extérieur. Une machine frigorifique ou une pompe à chaleur reçoit quant à elle un travail du milieu extérieur afin de céder de la chaleur à la source chaude et en recevoir de la source froide. Ces machines thermodynamiques sont appelées dithermes car elles échangent de la chaleur avec une source chaude et une source froide. Pour chacune d'entre elles, on peut définir un rendement ou une efficacité qui est le quotient de l'énergie utile sur l'énergie dépensée. Dans le cas d'un système incompressible de masse constante constitué d'un seul matériau de capacité calorifique massique Cm, la variation d'énergie interne se simplifie notablement. Nous pouvons donc écrire que ΔU est égal à Q est égal à petit m fois Cm fois ΔT, avec ΔU en joules, Q en joules, m en kilogrammes, Cm en joules Kelvin-1, kilogramme-1, et donc la variation ΔT de température avec des températures Tf et Ti exprimées en Kelvin. Donc la capacité thermique massique Cm d'un corps pur quantifie l'aptitude de celui-ci à absorber ou restituer de la chaleur au cours d'un transfert thermique pendant lequel sa température varie. Donc la capacité thermique d'un corps pur dépend de sa nature et de son état physique, c'est-à-dire soit l'état solide, liquide ou gazeux, et je vous donne ici à titre indicatif quelques exemples de capacité thermique massique.
Un calorimètre est une enceinte adiabatique. Ses parois calorifugées interdisent tout transfert thermique entre l'intérieur et l'extérieur de l'enceinte. Un calorimètre est donc un système isolé pour lequel la variation d'énergie interne ΔU est nulle. Donc lorsque petit n corps sont disposés à l'intérieur d'un calorimètre et reçoivent les énergies thermiques Q1, Q2, etc. jusqu'à Qn, si le calorimètre est parfait, c'est-à-dire si sa capacité thermique est négligeable, eh bien la quantité de chaleur Q qui traverse ces parois est nulle. Et on pourra donc ainsi écrire que ΔU est égal à Q est égal à Q1 plus Q2, etc. plus Qn est égal à 0. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'application que je suis en train de faire défiler. Donc il vous suffira tout simplement de mettre la vidéo sur pause de manière en fait à pouvoir suivre le raisonnement. L'idée tout simplement est justement de se servir du fait que ΔU est égal à Q est égal à 0 dans un calorimètre. Donc on exprime la chaleur cédée par l'aluminium, la chaleur cédée reçue par l'eau, la somme des deux étant nulle, et bien on peut isoler assez facilement la capacité calorifique massique de l'aluminium pour pouvoir en déduire sa valeur connaissant celle de l'eau. Intéressons-nous aux différents modes de transfert thermique. Le premier d'entre eux s'appelle la conduction. La conduction existe dans tous les corps, solides ou fluides. La partie la plus froide s'échauffe progressivement au contact de la partie la plus chaude du corps. Cette élévation de température correspond à un accroissement de l'énergie microscopique de vibration du réseau cristallin pour les solides, l'énergie cinétique microscopique d'agitation désordonnée des molécules d'un fluide, due au choc incessant entre elles. Ce transfert thermique ne s'accompagne pas à l'échelle macroscopique de mouvements de matière. La convection, ce mode de transfert thermique implique un déplacement macroscopique de matière et concerne donc les fluides, liquides ou gazeux. Dans les fluides, une variation de température modifie localement la masse volumique du fluide, ce qui entraîne un mouvement d'ensemble du fluide. Les parties chaudes, plus légères, ont tendance à s'élever. C'est le phénomène de convection naturelle. Enfin, le rayonnement. Un corps chaud tel que le Soleil, par exemple, émet un rayonnement électromagnétique qui transporte de l'énergie susceptible d'échauffer le corps qui la reçoit. Contrairement au transfert thermique par conduction ou convection, qui nécessite la présence d'un milieu matériel, un transfert thermique par rayonnement peut se produire dans le vide. Intéressons-nous maintenant au flux thermique par conduction. Le flux thermique phi ou flux de chaleur selon une direction orthogonale à une paroi plane est la quantité de chaleur Q qui traverse une surface isotherme grand S par unité de temps. Donc on peut ici noter la formule suivante, à savoir phi est égal à Q divisé par delta T. Q est exprimé en joules, c'est la quantité de chaleur échangée. Delta T donc, est la variation de temps, donc la durée, c'est qui s'exprime en secondes. Et on obtient donc ainsi un flux thermique phi en joules par seconde ou également en watts. Donc ce transfert d'énergie interne sous forme thermique s'effectue spontanément et irréversiblement de la face la plus chaude vers la face la plus froide de la paroi. Donc on peut définir en particulier une résistance thermique. Donc en régime permanent, par analogie avec l'électricité, on peut introduire une résistance thermique, RTH, liant le flux thermique phi traversant la paroi plane à la différence de température entre ses faces. La résistance thermique représente l'aptitude du matériau à s'opposer au flux thermique entre ses deux faces. Donc la résistance thermique RTH d'un matériau peut s'écrire sous la forme T1 moins T2, le tout divisé par phi. Donc chacune des températures sera exprimée en Kelvin, le flux thermique phi sera exprimé en watts, et donc la résistance thermique s'exprimera en Kelvin watt moins 1. Donc on peut faire une analogie entre la conduction électrique et la conduction thermique, et je vous laisse donc le soin de regarder le petit tableau que je vous indiquais en bas de l'écran pour noter la correspondance qui existe en fait entre les différentes grandeurs. La résistance thermique équivalente à deux résistances thermiques en série est la somme de celles-ci. Lorsque deux résistances thermiques sont en parallèle, la somme de leur inverse est égale à l'inverse de leur résistance équivalente. Il est également possible de relier la résistance thermique aux propriétés géométriques du matériau, à savoir son épaisseur petit e et sa surface grand S, ainsi qu'à sa conductivité thermique notée lambda, comme indiqué dans la formule 8. On remarquera en particulier que la résistance thermique et la conductivité thermique sont des grandeurs inversement proportionnelles. Quelques valeurs de conductivité thermique associées à différents matériaux sont données à titre indicatif dans le tableau de cette page. On remarquera que plus la conductivité thermique lambda est faible, c'est-à-dire plus la résistance thermique est grande, plus le matériau est un bon isolant thermique.
Intéressons-nous au flux thermique par convection et à la loi phénoménologique qui l'accompagne, à savoir la loi de Newton pour la convection. Donc le flux φT de transfert thermique à travers la surface de contact S entre un matériau et un fluide est proportionnel à la différence de température grand T, qui dépend donc du temps petit t, moins T extérieur, du corps et le milieu extérieur assimilé à un thermostat. Ce flux thermique par convection s'exprime via la formule numéro 9. Donc phi de t est égal à petit h fois grand S, le tout facteur de grand T de petit t moins T extérieur. Donc H s'exprime en watts mètre moins 2 Kelvin moins 1, S en mètres carrés, et les températures s'expriment en Kelvin. Le flux thermique, quant à lui, s'exprime toujours en watts. Donc intéressons-nous maintenant à l'évolution temporelle de la température T du matériau soumis donc à la convection d'un fluide. Donc on va considérer au niveau des conditions initiales qu'à T égale 0, eh bien la température est égale à T0, donc la température du matériau est égale à T0, qui elle-même est plus grande que la température extérieure, par exemple du fluide avec lequel il va être en contact. Donc le système thermodynamique étudié sera le matériau incompressible de masse petit m. Donc appliquons le premier principe de la thermodynamique, et on va donc appliquer une variation élémentaire entre T et T plus dt. Donc le delta U se transforme en du, donc on peut écrire que du est égal à delta W plus delta Q, où delta W et delta Q sont respectivement un travail élémentaire et une quantité de chaleur élémentaire échangée. Donc comme le matériau est incompressible, le travail des forces de pression delta W est nul, ce qui implique que du est égal à delta Q qui est égal à m fois Cm dt. Donc le transfert thermique par convection nous indique que delta Q, on peut l'écrire comme étant égal à moins phi fois dt, et en remplaçant phi par l'expression 9 vue précédemment, nous obtenons donc l'expression de delta Q. Alors attention donc ici au signe moins, on a un signe moins parce que le transfert thermique s'effectue du système vers l'extérieur, donc il y a une perte, et donc avec la convention d'algébrisation que nous avons vue, delta Q doit être négatif. Donc il suffit maintenant d'égaler les deux expressions précédentes, celle issue du premier principe de la thermodynamique et celle issue du transfert thermique par convection, et en organisant un petit peu mieux les termes, on va donc pouvoir obtenir une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant avec second membre. Donc on aura posé τ comme étant une constante de temps. Cette équation différentielle admet donc une solution. Donc commençons par rechercher une solution particulière. Donc une solution particulière vérifie t égale constante, ce qui implique que la dérivée de t par rapport au temps est nulle, ce qui implique en remplaçant dans l'expression numéro 10 obtenue précédemment, que l'on ait 1 sur τ fois t particulière est égal à t extérieur divisé par τ, ce qui implique que la solution particulière est elle-même égale à la température extérieure. Donc en ce qui concerne la solution de l'équation différentielle sans second membre, cette équation différentielle sans second membre admet une solution de la forme grand A fois exponentielle de moins petit t sur τ, A étant une constante qu'il nous faudra donc déterminer. Donc une solution générale de l'équation différentielle numéro 10 va donc être la somme de la solution particulière et de la solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire t extérieur plus A exponentielle de moins petit t sur τ. Donc pour obtenir la solution de l'équation différentielle, il va falloir lever l'indétermination portant sur la constante A à l'aide des conditions initiales. Donc en effet, la température à T égale 0 du matériau est égale à T0, et je vous rappelle qu'elle est elle-même plus grande que la température extérieure, et donc elle est égale aussi à T extérieur plus A, ce qui implique que grand A va être égal à T0 moins T extérieur. Et si on remplace donc dans l'expression de la solution obtenue précédemment, nous allons obtenir l'expression numéro 12 qui est la solution de l'équation différentielle numéro 10 eu égard aux conditions initiales qui nous avaient été données. Donc on remarquera que dans le matériau, la température diminue progressivement de T0 pour tendre asymptotiquement vers la température extérieure, donc imposée par le fluide en convection. Intéressons-nous maintenant au flux thermique par rayonnement.
rayonnement. Donc ce flux thermique par rayonnement va être exprimé par la loi de Stefan-Boltzmann. Donc tout corps ayant une température thermodynamique différente du zéro absolu émet un rayonnement électromagnétique de flux thermique surfacique phi de S vérifiant la loi de Stefan-Boltzmann. On se placera dans l'hypothèse où l'objet considéré est assimilé à un corps noir, qui est un objet idéal qui émet sous forme de rayonnement toute l'énergie qu'il reçoit. Donc la loi de Stefan-Boltzmann, vous l'avez énoncé ici, phi de S est égal à sigma fois T à la puissance 4. Donc effectuons un bilan thermique du système Terre-atmosphère. Donc le flux solaire moyen au sommet de l'atmosphère vaut environ 1368 watts par mètre carré. Donc ça implique que la puissance solaire incidente, eh bien, elle est égale à ce flux, en fait, au sommet de l'atmosphère, donc phi atmo, fois S1. S1 étant, en fait, la surface du disque à travers duquel le flux solaire va passer, donc, au sommet de l'atmosphère terrestre. Et donc, cette puissance solaire incidente, elle doit également être égale au flux qui va donc éclairer la surface de la Terre, donc surface de la Terre qui ici est égale en fait à celle d'une demi-sphère. Donc je vous rappelle que la surface d'une sphère de rayon R c'est 4 pierres carrées, donc là du coup si on considère que la moitié de la surface terrestre est éclairée, et bien la moitié de 4 pierres carrées ça sera 2 pierres carrées. Donc on va pouvoir en déduire une relation simple entre le flux qui éclaire la surface terrestre et le flux qui passe à travers la surface du disque qui est situé au sommet de l'atmosphère. Eh bien on remarque qu'il y a un rapport de 1,5 entre les deux. Donc cela signifie que si on considère que l'on prend l'ensemble de la surface terrestre, eh bien en moyenne, le flux qui éclairera la surface terrestre sera égal à la moitié du flux précédent, puisque on peut considérer eh bien, que la chaleur va se répartir finalement sur toute la surface terrestre. Donc on arrive en fait à un flux arrivant sur Terre qui vaut 342 watts par mètre carré. Donc en considérant que la température moyenne terrestre est constante, on peut dire que le flux thermique reçu du Soleil est égal au flux thermique émis par la Terre. Phi reçu du Soleil est égal à phi émis par la Terre. Or, le flux reçu du Soleil est sous la forme sigma T à la puissance 4, c'est celui qui est exprimé par la loi de Stefan-Boltzmann. Et donc du coup, le flux émis par la Terre s'identifie tout simplement au flux de la surface de la Terre qui est éclairée, puisqu'on se place dans l'hypothèse où la Terre est un corps noir, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir rayonner intégralement l'énergie qu'elle a reçue. Donc en déroulant le calcul, on peut exprimer la température T, moyenne à la surface de la Terre, et cette température vaut 279 Kelvin, soit environ 6 degrés Celsius. Nous venons de voir que la température moyenne de l'atmosphère terrestre dans l'hypothèse du modèle du corps noir vaut environ 6 degrés Celsius, alors qu'en réalité, cette température moyenne vaut 15 degrés Celsius. Alors comment expliquer cet écart entre la théorie et la réalité? Eh bien tout simplement, la Terre n'est pas un corps noir. En effet, elle réfléchit vers l'espace environ 30% de l'énergie solaire qu'elle reçoit. On appelle ce phénomène l'albédo. En outre, les gaz de l'atmosphère absorbent environ 20% du rayonnement, surtout les infrarouges émis par le sol. C'est le phénomène appelé donc de l'effet de serre. Donc ces deux phénomènes combinés expliquent le fait que la température obtenue par notre modèle simpliste, température moyenne de l'atmosphère, en réalité est très inférieure à celle qui est observée. Alors, l'augmentation de la température moyenne de la surface terrestre pourra s'observer si les concentrations des gaz à effet de serre, tels que le CO2 par exemple, augmentent dans l'atmosphère, ou si l'albédo terrestre diminue. Voilà, donc j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur le premier principe de la thermodynamique et les transferts thermiques. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.